I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. La suite des Décodeurs Atlantiques, bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur Atlantic Radio. Nous sommes avec Anouar Zine, entrepreneur dans le secteur de la communication, et Amine Diori, responsable PME d'Aforis. On parle bien évidemment du classement Doing Business 2016 qui est tombé ce mardi. Le Maroc classé 75e. On a fait le tour en long et en large des principaux points forts. On se concentrait sur les points faibles avec notamment, on s'est arrêté, Amine Diori, sur la trop faible protection des investisseurs minoritaires. Mais vous, ce qui vous inquiétait particulièrement, c'est la question des délais de paiement aujourd'hui, qui est une question qui malheureusement n'est pas encore, encore loin d'être réglée. Oui, effectivement, parce que indépendamment du classement, effectivement, c'est très bien pour le Maroc pour sa visibilité internationale, mais il reste les réalités du terrain pour les entreprises. Et là, par contre, c'est moins glorieux parce que il y a un problème récurrent qui traîne depuis longtemps et qu'on ne résout toujours pas, c'est le problème des délais de paiement. Pour vous donner et c'est surtout les TPE, les PME qui souffrent le plus. Délais de paiement qui se sont allongés, hein, si je me trompe considérablement. Considérablement. Je voulais vous donner un chiffre pour les TPE, par exemple. En 2010, les délais de paiement étaient de 210 jours, c'est-à-dire 7 mois environ. On est passé à 263 jours, c'est-à-dire presque 9 mois. 2 mois supplémentaires. C'est ça qui, à mon avis, est aujourd'hui le plus important pour ces entreprises. Il faut financer l'excédent de besoins en fonds de roulement. Et évidemment, quand on va voir la banque, on revient au problème de l'octroi de crédit. Et évidemment, on n'a pas si l'entreprise n'obtient pas son crédit, elle n'a pas d'autre choix que d'allonger elle-même de payer son client plus tard. C'est une question qui est liée, qui peut avoir un impact positif si cette question vraiment était traitée au niveau de l'État. Exactement. De toute façon, ça doit être traité au niveau de l'État. Maintenant, effectivement, il y a la question des établissements publics, les délais de paiement des établissements publics, avec le taux de pénalité qui doit leur être appliqué. Ce problème-là doit normalement être réglé prochainement, ce qui devrait régler déjà un problème par rapport au délai de paiement. 9h42, on va terminer peut-être sur le classement de Business 2017. Anouar Zine, vous avez parlé de Ikea tout à l'heure, c'est vrai, avec ce fameux certificat de conformité qui peut-être pèsera un tout petit peu dans la balance l'année prochaine. En termes d'image, oui. Il y a eu l'auto-entrepreneur aussi, qui a un gros dossier qui a commencé à être enclenché. On peut s'attendre à quoi l'année prochaine? Trop tôt pour le dire ou... Non, à voir l'impact des réformes de fond. Enfin, je voudrais pas retirer la gloire du gouvernement actuel, mais quand même l'évolution dans le classement Doing Business remonte à des actions qui ont été entamées bien avant 2011. Si on parle d'une bonne note sur le raccordement à l'électricité, il faut rappeler qu'il y avait un programme national d'électrification qui a été mené tambour battant par l'ancienne ONE, devenue aujourd'hui ONE. Il faut le saluer, même s'il y a des problèmes au sein de cette structure. Encore une fois, si on peut parler de la création d'entreprises, enfin le nouveau concept d'autorité a démarré en 2001 avec la création des CRI, et aujourd'hui on en voit les fruits. Vous savez, gouverner, c'est prévoir, et c'est installer des réformes tout de suite. C'est pas pleuvoir. Oui, et c'est aussi pleuvoir. Et heureusement qu'il a plu encore cette semaine, alhamdoulilah. Et installer des réformes aujourd'hui dont l'impact, on va le voir peut-être des années plus tard. La protection des investisseurs minoritaires, il y a encore du travail à faire. Il y a eu des retraits de la bourse, limite scandaleux par rapport aux petits porteurs, etc. Et puis cette question douloureuse qui est le règlement de l'insolvabilité, on le sait. D'abord, beaucoup d'entreprises sont sous-capitalisées à la base, et donc finalement il y a effectivement, comme le disait Amine, un besoin en fonds de roulement crucial. L'obtention des prêts est un vrai sujet. Voilà des questions sur lesquelles le gouvernement est appelé à travailler dès maintenant, et peut-être dans 3, 4, 5 ans, on verra encore le Maroc évoluer dans ce classement Doing Business. Mais à l'heure actuelle et au vu des performances actuelles, je pense pas qu'il faut s'attendre, à moins que les autres reculent de façon drastique un peu partout dans le monde, à une autre vraie évolution dans ce classement pour les années à venir. On touche un peu le plafond. Mais la question de journaliste, si vous devez faire un pronostic, vous direz combien l'année prochaine? Si on arrive à se maintenir autour de 70, ça serait excellent. Hein. Si on peut coller à la Tunisie, à des pays qui nous concurrencent fortement. Je rappelle encore que c'est presque l'hérésie de considérer que le Maroc est mieux classé que la Chine sur ce Doing Business, et qu'il fait mieux d'investir au Maroc qu'en Chine. Je le dis à contre-cœur. Hein. J'aimerais bien que ça soit l'inverse. Bon, 70, allez. Amine Diori, vous diriez quoi, vous?
La même région. Ce que j'espère, c'est gagner une place au niveau régional, c'est-à-dire passer de la 6e place et grappiller la place, passer devant la Tunisie ou un autre pays régional. Autre nouveauté aussi qui pourrait intervenir, c'est que ce classement Doing Business fait du subnational, c'est-à-dire du régional. Aujourd'hui, le Maroc s'incruste, avance dans un processus de régionalisation avancé. Je ne sais pas demain si on devait établir le Doing Business pour la région Casablanca-Stade par rapport à une autre région, qu'est-ce que cela donnerait, mais ce serait intéressant. C'est un travail à faire par nous autres Marocains au niveau national pour savoir sur ces 10 critères quelle est finalement la région la plus attractive. Ben voilà une idée qui est lancée. On va parler dans quelques instants de notre deuxième sujet. À quand un Maroc qui intègre les BRICS? On peut peut-être en rêver, pourquoi pas? Oui, c'est une suite logique. Mais avant la séance traditionnelle, coup de gueule, coup de cœur, vous le connaissez le principe, une actualité qui vous a marqué, qui vous a déçu, qui vous a mis en colère ou au contraire qui vous a rendu heureux. Amine Duri, qu'est-ce qui vous a marqué, vous? Alors moi, c'est un coup de cœur. Donc PSA, VRP de luxe pour le Maroc. Alors PSA fait venir à Kenitra donc les principaux, près de 400 équipementiers mondiaux pour leur vanter les mérites du Maroc. Et concrètement, leur dire de venir s'installer ici, c'est un très bon point pour nous. Et tout le monde évidemment y est gagnant. PSA peut être gagnant puisque ces équipementiers seraient sur place pour approvisionner la future usine. Les équipementiers seraient gagnants puisque ils pourraient alimenter à la fois l'usine marocaine mais aussi les usines qui sont un peu plus proches en Espagne et pourraient également se tourner vers Renault qui est à Tanger. Et évidemment, c'est merveilleux pour le Maroc en termes de nouveaux emplois créés, en termes de joint venture, d'investissement réalisé au Maroc. Donc beaucoup de choses positives pour tout le monde. Alors, c'est ça mon coup de cœur. Coup de gueule, coup de cœur. Coup de gueule, j'aimerais pas que les visiteurs, en tout cas, qui représentent 70% de l'industrie d'équipementiers automobiles, lisent la presse de ce jour. En tout cas, peut-être ne sont pas directement concernés, mais on annonce la prise en ferme en cas de fraude fiscale dans le projet de loi de finances 2016. Alors, loin de moi l'idée de défendre les fraudeurs, mais on est plein dedans dans ce sujet. Quand on a du mal à recouvrer ses créances parce que la justice commerciale ou la justice d'exécution de sentence est défaillante, c'est le moins qu'on puisse dire. Quand les sociétés sont sous-capitalisées, quand il y a des problèmes de trésorerie, quand il y a justement des problèmes d'accès au financement, notamment à l'octroi des prêts, je ne suis pas certain que la répression et la prise en ferme pour les entrepreneurs en cas de première fraude fiscale soit la meilleure option à envisager. Je pense qu'il y a encore de la pédagogie à faire, il y a encore un travail de débat et de clarification à faire au niveau de la notion de l'impôt. Aujourd'hui, le projet de loi de finances parle de 7 cas où on peut mettre en prison un entrepreneur ou un investisseur en cas de fraude fiscale. L'économiste a à juste titre les 7 péchés capitaux. Alors, s'il y a dans le circuit des PME et sont nombreuses où les entrepreneurs sont bien intentionnés, mais le fait est que, en termes de trésorerie, en général, il y a beaucoup de difficultés. Évidemment, le recours à la fraude n'est pas la solution, mais il faut l'admettre, c'est assez pratiqué un certain nombre de ces péchés, des 7 péchés. Ce n'est ni par envie, ni par avarice, encore moins par luxure que beaucoup d'entrepreneurs ont recours à ce genre de pratiques malheureuses. Et donc, voilà, le coup de gueule, c'est que il faut rétablir au contraire un climat de confiance. La dernière fois où les entrepreneurs ont été mis en prison pour des fraudes ou pas, ou peut-être pas, qui étaient même pas avérées, c'était l'assainissement. Ça a créé une rupture de confiance entre le milieu d'affaires et l'autorité publique et le gouvernement. On a mis du temps à se réconcilier avec notamment ce nouveau concept de l'autorité et les CRI et toutes les mesures qui ont été prises pour rassurer l'investisseur et l'entrepreneur. Ça serait un pas en arrière que de continuer sur ce projet de loi de finances avec cette histoire de prise en ferme en cas de première fraude fiscale.